Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles sur YouTube, toujours en direct du FIC 2016, toujours pour parler de cybersécurité. Et alors une question qui résonne depuis 2 jours, comment se prémunir des risques cyber? Pour nous en parler aujourd'hui, 3 intervenants avec moi. François Beauvais, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au ministère intérieur, merci d'être avec nous. Également Luc Delfa, bonjour. Bonjour. Directeur associé donc, de Provadis, une entreprise dont on parlera tout à l'heure. Et Benoît Mercier, bonjour. Bonjour. Alors, directeur adjoint du pôle management des risques de la compagnie européenne Intelligence Stratégique. J'ai bien tout dit? C'est bien ça. Merci messieurs d'être là. Alors, il y a un terme, je vais commencer par vous, monsieur Bevois, qu'on entend depuis 2 jours également, c'est le terme de malware. Est-ce qu'on peut le redéfinir et nous expliquer les différentes catégories de malware qui existent? Alors un malware à la base, c'est la contraction, l'anglicisme de logiciel malveillant. En français, en bon français, défini par l'ANSSI, c'est le maliciel. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une version évoluée des virus informatiques que l'on connaît depuis maintenant bien longtemps. C'est-à-dire, il y a deux grandes caractéristiques. C'est un logiciel qui se propage, le plus souvent furtivement à l'insu de l'utilisateur final, d'une part, et d'autre part, qui a des fonctionnalités. La plupart de ces fonctionnalités sont nocives. À l'époque, ces fonctionnalités n'étaient que destructives. Maintenant, ils font beaucoup plus de choses, voler vos données, etc. Donc finalement, c'est un virus... C'est un virus intelligent. Voilà, tout simplement. Alors Benoît Mercier, est-ce qu'on peut anticiper ce genre de virus? Alors, c'est pas qu'on peut, il faut maintenant, aujourd'hui, l'anticiper. Nous, on est parti du constat qu'on avait tout un tas de clients qui s'étaient équipés avec les meilleures solutions pour protéger leur système d'information et qui pourtant étaient impactés par des attaques cyber. Et donc, on a mené un certain nombre d'audits et finalement, on s'est aperçu qu'en collectant de l'information, en appliquant les méthodes du monde du renseignement au clear, au deep et au dark web, on arrivait à identifier tout un tas de signaux faibles qui nous permettaient de caractériser les menaces en amont avant que les attaques interviennent. Alors il faut rester humble, on ne peut pas anticiper tout, mais il y a tout un tas d'attaques qu'il est possible de prévenir avant qu'elles interviennent. Alors Luc Mercier, je suppose que vous êtes d'accord avec ce discours et par la même occasion nous résumer en 2 mots qu'est-ce que Provadis? Provadis, c'est un cabinet d'audit et de conseil qui adresse les sujets liés à la sécurité de l'information et qui donc accompagne les clients aussi bien sur les phases amont que sur les phases aval en termes de sécurité et qui permet donc de se préparer et de répondre et de traiter les problématiques de sécurité. Alors en termes d'anticipation justement, quel est votre avis sur la question et quelles sont les lacunes qu'on rencontre aujourd'hui dans les entreprises françaises? L'anticipation, elle est effectivement absolument nécessaire. Je pense que c'est une approche qui est indispensable et cette anticipation vient donc pour compléter les dispositifs mis en œuvre dans les entreprises aujourd'hui. Mais ces dispositifs aujourd'hui intègrent assez peu également le côté réaction, c'est-à-dire suite à un incident qui se produit, donc suite à une compromission par un logiciel malveillant. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut aussi adresser. Donc il faut être capable d'agir aussi bien en anticipation qu'ensuite en détection et réaction lorsque un incident se produit. Alors monsieur Beauvois, on parle beaucoup de théorie. Est-ce que vous avez des cas concrets sur le terrain et quelles sont les actions qu'on pourrait mener ou quelles sont les actions que vous menez personnellement en tous les cas sur le terrain? On en a beaucoup. Après, je vais me concentrer sur ce qui est le plus important, le plus pénalisant pour les gens. Le premier, c'est ce qu'on appelle le CryptoLocker. En fait, c'est un malware qui a un maliciel. Lui, ce qu'il va faire, il va faire 2 choses. Il va encrypter tous les fichiers de travail, globalement les fichiers Office, .doc, .excel, PDF. Il va les encrypter avec une clé, bien sûr, que vous n'avez pas. Et de l'autre côté, il va vous afficher une page qui consiste ni plus ni moins en une demande de rançon, d'où le terme aussi de rançon logiciel, où on vous échange la clé de déchiffrement en échange d'une certaine somme, payée en monnaie non traçable, en vous donnant tout le mode opératoire pour
pour aller récupérer de façon anonyme au bureau de tabac des moyens de paiement anonymisés, carte PCS, ticket NeoSurf, etc. Et ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez avoir la clé de déchiffrement qui vous permettra de récupérer vos fichiers. Le problème, c'est que actuellement l'encryptage, c'est un petit peu l'horizon des événements, c'est-à-dire qu'un encryptage professionnel est bien fait, c'est extrêmement difficile de passer outre. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, il y a quand même de bonnes histoires. Les pirates font aussi des erreurs et il y a tout un cas d'exemples d'encryptage réussi, de logiciels de vaccins qui ont été fournis. Donc ça, c'est vraiment le gros souci parce qu'on ne peut pas se prémunir, on a du mal à se prémunir contre ça une fois que le coup est parti. Et en plus, c'est les fichiers de travail d'une entreprise, donc une petite société ou tout ce qui est société de la connaissance, des études tertiaires, c'est très ennuyeux. Pour le coup, c'est un cas de chantage industriel classique. On retombe sur du chantage en fin de compte. L'être humain ne change pas en fin de compte et on retombe sur du chantage. Ça fait partie. Vous avez aussi le vol de données. Ce qui marche très fort, c'est un malware qui est diffusé très largement et qui va voler tout ce qui est données que je vais appeler monétisables, c'est-à-dire des numéros de carte bancaire ou des codes d'accès aux sites de banque. Et à partir de là, il va y avoir des virements frauduleux qui vont être effectués et de l'argent qui va être détourné. Là, c'est le système des fourmis, c'est-à-dire que c'est beaucoup de sommes plus ou moins importantes, pas forcément très importantes, mais beaucoup de sommes qui vont être détournées avec des très gros bénéfices. Alors avec vous, Luc, on va aussi aborder le concept de cyber-résilience. Déjà, définissez-nous qu'est-ce que le concept de cyber-résilience. Je pense qu'on va plutôt en parler de notre côté. Non, mais... Qui parle, excusez-moi. Effectivement, la cyber-résilience, c'est un concept relativement simple qui consiste simplement à vraiment comprendre le fait que ces menaces sont là, ces menaces sont réelles et qu'on ne peut pas complètement passer à côté, qu'on ne peut pas complètement s'en prémunir et donc il faut vivre avec. Donc être résilient, c'est être capable effectivement d'encaisser les coups, d'encaisser donc ces impacts d'événements qui vont arriver, qui ne sont pas forcément désirés, mais de pouvoir continuer à travailler avec. Aussi bien, donc, effectivement, les Japonais se sont habitués à l'idée de séismes majeurs et ils vivent avec. Lorsqu'il y a des séismes majeurs au Japon, effectivement, ils font quand même statistiquement beaucoup moins de victimes qu'ailleurs, à la même échelle. Donc l'idée, c'est d'être capable de s'habituer à cette menace, de s'habituer à cette situation, de mettre en place des moyens qui permettent donc de traiter ces cas, ces occurrences en fait d'événements non souhaités et désagréables, et de vivre et de traiter leurs conséquences comme des événements qui finalement sont les événements de notre quotidien et de continuer à faire travailler les entreprises, à continuer donc le business effectivement dans des conditions qui sont hostiles mais qui sont devenues normales. Finalement, vous dites que c'est inévitable, de toute façon, on sera confronté à des risques cyber quoi qu'il arrive. Exactement. Alors, toutes les entreprises ont conscience des risques cyber. La plupart ont des problèmes de trésorerie, de méthodologie, ne savent pas comment s'y prendre. Vous avez pensé à une alternative qui est la micro-formation. Toujours Luc, pardon, excusez-moi, je confonds les visages et les noms, mais ça je vais y arriver. Qu'est-ce que ce système de micro-formation qui, je pense, est un peu comme les gestes de premier secours finalement? Absolument. L'idée, c'est d'arriver à doter chaque personne, chaque individu, que ce soit au niveau d'un pays ou d'une entreprise, de doter chaque personne d'un minimum de connaissances qui va lui permettre d'agir comme un premier moyen, comme un premier vecteur de défense du système auquel il appartient. Mais est-ce que c'est suffisant ? Ce ne sera pas suffisant, mais ce sera au moins la première marche, donc le socle global sur lequel tout le monde pourra s'appuyer pour construire des stratégies de défense qui, là, pourront être efficaces. L'idée, c'est de faire en sorte que, finalement, le niveau moyen s'élève, mais en s'appuyant sur la masse, c'est-à-dire les utilisateurs, ceux qui sont le plus nombreux, et qui vont finalement adopter des comportements qui vont être meilleurs pour l'entreprise. Si finalement on arrive à un moment où les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs qui cliquent sur ces fameux liens qui envoient vers des logiciels malveillants, si ce nombre d'utilisateurs diminue fortement, le niveau de risque et le nombre d'occurrences de compromission va lui aussi fortement diminuer. Si les utilisateurs sont capables, lorsqu'arrive un événement de type infection, sont capables de le signaler très vite, le temps de propagation et donc l'impact que va avoir cet événement va être moindre. Donc là, effectivement, si les gens ont ce socle minimum, s'ils connaissent les gestes qui sauvent,
prévenir, alerter et ensuite être capable de faire le geste qui va peut-être sauver l'entreprise en débranchant un câble réseau. Là, peut-être effectivement, on va augmenter le niveau de sécurité en agissant à la base. Je rebondis sur la résilience. La résilience, elle doit s'appuyer sur la connaissance. Et il y a tout un tas d'informations qui sont certes difficilement accessibles parce que non indexées, c'est-à-dire sur le deep web ou pas indexées du tout sur des réseaux alternatifs, le plus connu étant Tor, qu'on appelle le dark web. Et ces informations, elles existent, c'est-à-dire qu'on retrouve des plages d'IP, des codes de projet d'entreprise, Oui, c'est vrai. des documents confidentiels qui sont identifiables, mais on retrouve aussi à la vente sur des marchés noirs des nouveaux malwares, des nouveaux kits de phishing, des exploits et tout un tas de capacités techniques qui sont mises à disposition aujourd'hui de gens qui ne sont pas forcément les plus grands experts ou les plus grands hackers, Mais qui peuvent se former. mais qui peuvent se former ou qui peuvent utiliser ces outils as a service, et ce qui multiplie l'impact et la menace. On appelle ça crime as a service. C'est un nouveau. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti de ce qui était un artisanat, parce qu'une criminalité extrêmement technique qui demande de grandes compétences, beaucoup du travail, des années de formation. Et le problème, c'est que ça s'est industrialisé, puisque ces experts, est-ce que le nombre d'experts a augmenté? Oui, parce que la formation s'est généralisée, mais pas tant que ça. En revanche, ces experts, maintenant, fournissent des outils. Et maintenant, vous cochez une case, vous avez pudiquement ce qui s'appelle 10 000 installations de votre malware, donc ça veut dire que vous allez infecter 10 000 machines, ça coûte 100 $, ça coûte 100 $, bon je ne connais pas au prix du Bitcoin actuellement, vous cliquez sur envoyer, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ça le problème. C'est devenu une industrie et donc du coup on retombe sur au final de la criminalité ou de la délinquance accessible à tous. Et c'est là le gros problème auquel on est confronté, c'est que ça s'est non pas banalisé, mais ça s'est largement diffusé. C'est l'évolution du modèle et c'est le challenge auquel on doit faire face maintenant. Mais je suppose que vous mettez aussi à la place des hackers pour justement mieux les contrer. Alors, tout à fait, c'est un volet très important de notre prestation. On se met en position de ce qu'on appelle un ethical hacker, où finalement, une fois qu'on a le contexte, les motivations d'un attaquant potentiel, l'analyse de ses capacités techniques, on va aussi se mettre en position d'attaque de la cible ou de l'organisation pour identifier ses vulnérabilités et la méthodologie qu'on emploierait si on voulait l'attaquer. Donc on est vraiment dans la prévention pour combiner ces trois dimensions qui sont la capacité technique, la motivation et le type d'attaquant auquel on doit faire face, et la méthodologie employée si on était nous-mêmes le hacker malveillant, voulant impacter l'entreprise. Et la combinaison de ces trois dimensions fait qu'on arrive à faire des recommandations, j'ai envie de dire, assez précises sur la partie du système d'information, le contexte dans lequel l'entreprise doit se protéger. Alors on a beaucoup parlé de prévention, mais c'est à vous que je vais poser la question, Monsieur Beauvois. Quand il est trop tard, quelle est la meilleure attitude à avoir en cas de cybercrise? Quand il est trop tard, c'est que vous êtes déjà infecté. Alors, ça va dépendre. En fait, ça va dépendre déjà si vous êtes un particulier ou une entreprise et la nature du préjudice. Partons de l'entreprise, qui est la Parce que, en partant sur une entreprise, déjà, il ne faut pas que ça se propage. Et là, on retombe sur l'idée du geste qui sauve. Si on a perdu juste une machine, c'est pas grave. Bon, dans le cas précis du CryptoLocker, j'y reviens parce que je pense, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus préjudiciable en fait à une société. Plus qu'une perte de un virement frauduleux pour lequel on sera toujours assuré d'une façon ou d'une autre. C'est vrai. Le problème du CryptoLocker, c'est la première chose qu'il va chercher, c'est des disques réseau. Donc, à partir du moment où il y a la fenêtre qui va commencer, je pense, à devenir de plus en plus connue, cette fenêtre noire avec un obscur, soit un pseudo-logo du ministère de la Justice américain ou autre, quand c'est pas Interpol carrément, qui s'affiche, premier geste à avoir, c'est d'arracher le câble réseau, effectivement. D'autre part, le hasard favorisant les esprits préparés, beaucoup de choses sur toujours cette problème de CryptoLocker, beaucoup de choses se jouent sur les sauvegardes. C'est important de s'être doté d'un système de sauvegarde. Alors après, moi je suis policier, mon objet c'est le service public, je ne vends pas d'offres. Il y a plein d'offres sur le marché, je laisse ça à la sagacité des directeurs financiers. Mais la sauvegarde. La sauvegarde fait partie des choses les plus importantes. Toutefois, mieux vaut prévenir que guérir. On n'a pas parlé du vecteur d'infection. Alors, j'exclus volontairement ce qu'on appelle les attaques persistantes, parce que là, c'est du sur-mesure, c'est autre chose. Le public est confronté donc, à des attaques massives. Et comment faire une attaque massive? On fait ça avec ce qu'on appelle le hameçonnage, donc le phishing.
c'est-à-dire des mails frauduleux qui contiennent soit un fichier, soit un lien vers un fichier, un site, etc. Le gros souci, c'est qu'avant, nous avions donc des mails mal mis en forme, bourrés de fautes d'orthographe, dans un français plus qu'approximatif, où vous aviez le roi d'un pays africain qui vous demandait plus ou moins de lui blanchir de l'argent. Bon. Cette période est passée. Maintenant, vous avez votre fournisseur d'accès Internet, le bon, qui vous écrit avec le bon logo, la bonne typo, le bon mail, sans faute d'orthographe. Donc, il y a toujours le risque du clic malheureux parce que vous pouvez être tenté d'aller chercher. L'autre problème qu'on a avec un malware qui se répand en ce moment, c'est que le malware contient une pièce jointe sous format doc, hein, donc un fichier Office. Et le vecteur d'infection, c'est ce qu'on appelle de la macro visual basic, puisqu'on parle pour les entreprises. Et en fait, quand vous ouvrez le fichier, étant donné que la plupart des entreprises ont une politique de sécurité qui fait que les macros sont désactivés par défaut, il est indiqué, si vous voulez lire ce fichier, activez les macros. Et donc là, on fait appel à un autre trait de l'espèce humaine, c'est même pas un vice, c'est la curiosité. Ça marche très bien. Et donc, on revient toujours à ce qu'on disait, la prévention, donc la sensibilisation. Et comme disait M. Delfa, on va gagner beaucoup en sensibilisant massivement les gens, puisque la plupart du temps, les pirates rentrent par des choses évidentes. La super attaque avec la dernière faille où le pirate a mis 300 000 $ sur la table pour préparer son logiciel, celle-là, c'est un autre problème. C'est un autre problème, il y a une volonté, c'est autre chose. Mais le gros des attaques, les milliers, les millions d'attaques, on peut déjà en amortir une partie si les gens vont se méfier de ce fameux mail, parce que c'est quand même très souvent le mail et la faille. Mais quand la faille est méconnue, bon, c'est pas de chance, vous êtes le premier. Et quand elle est déjà connue, c'est dommage, il suffisait de mettre le logiciel, je ne vais pas les citer, mais les logiciels vraiment classiques, soit de navigation Internet, soit de bureautique, à jour. C'est très connu, c'est quelque chose qui est maîtrisé, on n'est pas dans de la science de haut vol. Et donc, déjà, il y aura un gros travail là-dessus. Et nous, d'ailleurs, on est en train de développer une plateforme, on va diffuser des recommandations avec un niveau de vulgarisation suffisant pour parler à tous, que ce soit les particuliers ou la PME, où c'est un des salariés qui fait avec ses petits moyens, qui improvise quasiment la sécurité, pour leur donner les clés, les dernières mises à jour, pour qu'ils puissent aller chercher directement l'information. Attention, on a un malware, il passe par telle faille, et vous pouvez télécharger le patch sur le site de la société. Il faut faire simple. RSSI, en fait. Oui, mais je suis très méfiant. Mais en tout cas, donner au RSSI, mais les petites entreprises, c'est pas moi qui vais apprendre au CERT, Société Générale ou que sais-je, à faire leur travail. Ils sont meilleurs que nous. Mais aller fournir au grand public et au sens général, il y a plusieurs millions de petites entreprises en France, les clés de base. Déjà, au niveau service public, on aura apporté un certain nombre de choses. Une autre illustration qui vient compléter, c'est aujourd'hui en France, de très très nombreuses PME ont été impactées par ce qu'on appelle l'escroquerie au président. Et l'escroquerie au président, elle n'est pas basée sur une capacité technique foudroyante de hackers ou d'attaquants potentiels, elle est basée sur des failles humaines par lesquelles on arrive à avoir des informations qui vont permettre une escroquerie qui peut être très très impactante pour des entreprises de taille intermédiaire. Donc pour conclure, d'où l'importance des formations comme l'a souligné Luc Delfa pour appuyer les innovations techniques, former l'humain. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt toujours sur le FIC.